Bienvenue, ravi de vous retrouver pour cette dernière ligne droite du mois sacré de Ramadan qui est passée à mon avis trop vite. Et oui, c'est la dernière émission de ce mois béni. Nous serons ensemble pour près d'une heure pour parler d'accidents domestiques qui augmentent malheureusement durant cette période de l'année. Si vous avez toujours pensé qu'à la maison vous étiez protégés ainsi que vos enfants, eh bien sachez que ce n'est pas le cas. Et oui, les accidents domestiques, appelés également accidents de vie courante, sont la première cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans selon l'OMS. Brûlures, chutes ou encore inhalation de produits dangereux, ce genre d'accidents ont tendance à augmenter pendant le Ramadan, malheureusement. Avec mes invités, on parlera de comportements dangereux. De cette baisse de vigilance pendant le Ramadan, peut-on prévenir, voire réduire le risque de se brûler, de se blesser ou encore d'avoir des accidents pendant ce mois? C'est la question à laquelle on tentera de répondre avec mes invités. Et pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir ce soir professeur Bacha Jafar. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes chef de service de chirurgie plastique reconstructrice à l'EHS des Grands Brûlés à Zeralda. J'ai également le grand plaisir de recevoir un habitué de l'émission, professeur Mustafa Yaqoubi. Bonsoir. Bonsoir, Saha Ramdankom. Saha Ramdan, professeur, on en est presque à la fin. Vous êtes chef de service de la chirurgie orthopédique et traumatologie à l'hôpital de Ben Aknoun. J'ai également le grand plaisir de recevoir un autre habitué de l'émission, professeur Belhadj Rachid. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef de service de médecine légale. Vous êtes également directeur des activités médicales et paramédicales au CHU. Mustafa Bacha, bonsoir. Bienvenue à vous trois pour parler malheureusement d'un fait, l'augmentation des accidents domestiques, mais aussi des accidents de circulation. On en touchera un mot également dans cette émission. Alors, d'après les données présentées par l'INSP, l'Institut national de santé publique, une enquête donc menée en 2022 auprès des enfants de 0 à 15 ans, l'enquête a révélé un total de plus de 344 000 accidents recensés dans les structures de santé à travers le pays. Cela implique les chutes, les blessures et les brûlures cutanées, les accidents impliquant les corps étrangers et l'ingestion de produits toxiques ou caustiques. Ce qui est vraiment triste, c'est que ce genre d'accident augmente pendant le mois sacré du Ramadan. Est-ce que cela relève d'une mauvaise compréhension, justement, de l'esprit de ce mois sacré qui devrait, au contraire, être un mois de sérénité, professeur Belhadj? D'ailleurs, c'est un phénomène malheureusement récurrent chaque Ramadan et aussi ça touche tous les pays presque musulmans du Maghreb. Ils ont la même problématique. Effectivement, chaque mois du Ramadan, on enregistre un nombre, ce que vous avez signalé, les brûlures, les chutes, les corps étrangers. Nous essayons de nous organiser mieux au niveau des établissements sanitaires pour prendre en charge justement ces victimes, soit les enfants, il y a aussi même les adultes. Oui. Les adultes qui sont victimes d'accidents domestiques. Nous avons l'obligation de nous organiser. Ça demande l'intervention de plusieurs disciplines, de plusieurs spécialités. Mon collègue professeur, pour les brûlés, ce n'est pas une mince affaire, ou bien pour les traumatiser, un enfant qui vous fait une chute d'un lieu élevé, le pronostic parfois est sombre, c'est le décès ou bien lourd handicap. Malheureusement, nous assistons chaque année. On passe notre temps à faire de la prévention, même vous-même en tant que presse, vous nous aidez à lutter contre ce phénomène-là, mais ça implique justement la famille, les parents, il y a d'autres facteurs qu'on va les aborder ensemble concernant cette traumatologie à domicile. Absolument, malheureusement, c'est une thématique récurrente, me diriez-vous, professeur Yaqoubi. Oui. Vous étiez avec nous l'année dernière d'ailleurs sur ce même plateau pour parler de la même thématique. À se demander peut-être, pourquoi on en parlait juste avant l'enregistrement de cette émission malheureusement, à se demander est-ce que finalement l'effort pédagogique apporte ses fruits? Oui, justement, c'est ça la question. Et normalement, le mois sacré du Ramadan, c'est chaque jour est une fête. Et malheureusement, surtout concernant les traumatismes qui touchent les enfants, les brûlures, souvent des brûlures graves et tout ça, ça endeuille la famille. Vous imaginez, on transforme une fête en un deuil. Ça, c'est malheureux. Effectivement, en fait, nous, on est habitués. Il faut savoir qu'on se prépare psychologiquement. Vous savez que le médecin est un être humain. Il fait son carême et tout ça. Donc, il est aussi fatigué. Mais on se prépare psychologiquement à recevoir plus de patients. Et malheureusement, il a bien dit notre ami professeur Belhadj, c'est que c'est récurrent.
À chaque fois, c'est comme ça. Donc, on a cette préparation psychologique. Je dis bien psychologique parce qu'il y a la pression, le nombre de patients. Et rajoutons à ça, c'est qu'on ne fait pas attention. Ce n'est pas uniquement le problème de traumatisme au niveau de la cuisine. Ce n'est pas uniquement ça. Parce qu'on a l'impression qu'on se dit, tiens, parce qu'il y a un endroit où il y a beaucoup d'activités, on prépare à manger et tout ça. Le plus gros, quand même, se passe dans la cuisine. Oui, je suis d'accord, mais il faut tenir compte aussi le fait qu'on ne s'occupe pas, par exemple, des sujets âgés. Les sujets âgés sont livrés à eux-mêmes. Ils chutent. Et n'oubliez pas qu'ils sont sous traitement et tout ça. Donc, ils ne respectent pas les doses. Donc, tout ça aussi, il faut les faire rentrer. Ça les perturbe. Et ça, vous savez, nous, on a pratiquement multiplié par 3 la chirurgie des sujets âgés. Donc ça explique qu'on sent qu'on les abandonne un peu, on les laisse un peu, et on ne fait pas attention parce que c'est la chute. Nous, les chirurgiens, on dit pas de chute, pas de fracture. Donc s'il y a des chutes, c'est qu'il y a cette responsabilité de nous les adultes qui s'occupons des sujets âgés. Absolument. Professeur Bachar, alors on parle beaucoup aussi de la cuisine. Professeur Yacoubi en a touché un mot, comme étant une pièce très dangereuse pendant ce mois sacré, malheureusement. Ce mois qui est synonyme de fête, rappelons-le encore. Est-ce que cette année aussi, alors chaque année, quand on parle justement des brûlures pendant ce mois sacré, on constate une augmentation. Est-ce que cette année encore, les chiffres sont effarants? Est-ce que les enfants sont aussi malheureusement ceux qui sont touchés le plus? Non, c'est une chose qui est récurrente. Toutes les années, on ne change pas nos habitudes. C'est la même superficie. On devrait, bien sûr, pour essayer d'avoir le moins de dégâts possible. Vous voyez que la cuisine a une surface qui est bien déterminée. Tout le long de l'année, il y a 1-2 personnes qui tournent là-bas. Un plat, 2 plats qui sont préparés. C'est ça. Au niveau le mois de Ramadan, il y a 3-4 plats, il y a 20 personnes. Il y a des prises à droite et à gauche, donc il y a un encombrement, et en plus on n'a pas le temps. Donc on fait des faux gestes, et des faux gestes. Chaque fois vous dites les enfants, c'est vrai, les enfants c'est des victimes, innocentes victimes, mais les adultes aussi peuvent provoquer un accident. Et ils se brûler eux-mêmes. Le plus gros, ce sont les adultes ou les enfants? Les deux. Parce que parfois, tellement... ils sont côte à côte, on se brûle, les deux se brûlent. Et comme a dit notre collègue professeur Belhaj, parfois la brûlure est très grave. Et même si elle n'est pas grave, elle entraîne des cicatrices qui sont indélébiles, ils ne vont pas s'effacer. Donc une fête, Ramadan c'est une fête, tous les jours c'est une fête. Elle va être transformée soit en deuil, soit en séquelles psychologiques qui est très importante, surtout quand c'est des zones qui sont visibles. Les zones visibles, c'est le visage et les mains. Imaginez-vous une personne qui était normale. Ça transforme la vie. Il y a 5 secondes qui était normale. Après 5 secondes, elle s'est brûlée. Elle est hospitalisée. Elle a des pansements à faire, elle a des séquelles, quel que soit le type d'évolution. Professeur Belhaj, alors on parle bien sûr d'accidents domestiques qui augmentent pendant ce mois sacré. On parle également des accidents de la route, ça augmente à peu près de 50%, c'est énorme. On parle également de victimologie, de bagarres, d'irritabilité, de nervosité. On voit ça tous les jours malheureusement pendant ce mois sacré. Alors qui ou que doit-on incriminer finalement? Écoutez, l'être humain, nous sommes des médecins. L'être humain, lorsqu'il est perturbé, il change son cycle biologique et physiologique, tel que le sommeil, le manque de sommeil, la déshydratation, soit aussi des perturbations biologiques. Ça se répercute sur notre comportement, sur notre vigilance, sur nos habitudes. Vous me donnez aussi l'occasion, en tant que légiste, de remarquer une recrudescence des chutes d'un lieu élevé chez les enfants. Et là, sur cette anarchie urbanistique, les gens construisent n'importe comment. Parfois, ils habitent dans des maisons inachevées. Un enfant, il a des repères. Même si vous invitez quelqu'un qui n'est pas habitué à vivre dans une maison qui n'est pas finie, bonjour, justement, le problème de chute élevée, parfois de chute élevée mortelle. Durant ce mois, j'ai autopsié 2. Malheureusement, victimes de chute d'un lieu élevé. Il y a aussi les histoires de l'électrocution. Aussi. Nous avons quand même des gens qui construisent une terrasse avec des câbles de haute tension, où la surveillance urbanistique est inadmissible. Souvent, des enfants sont victimes de... Il y a aussi un autre volet
les accidents de travail aussi durant le ramadan. Quelqu'un qui fait un emploi dangereux, s'il ne dort pas assez, s'il n'est pas bien équilibré, bien hydraté, eh bien, trouble l'attention, c'est accidents, parfois des accidents mortels. Et chaque année, malheureusement, les accidents de chute Alors, de lieu élevé chez les maçons. Oui. Alors, si on doit incriminer, on a parlé un peu du changement d'hygiène de vie, un chamboulement qu'on connaît pendant ce mois sacré, c'est-à-dire peut-être la somnolence d'hier, puisque vous avez parlé de sommeil, manque de vigilance pour les accidents de la circulation. On peut parler aussi d'addiction, professeur Belhadj. On arrive. Oui. Il y a une transition socio-pédagogique importante. Il y a l'avènement de phénomènes nouveaux. La violence, elle a toujours existé. Et elle existera, elle est universelle. Oui. Mais elle a augmenté quand même ces dernières années. Elle augmente, c'est tout à fait normal. C'est le cerveau humain, il est en hypoglycémie, déshydraté, trouble de sommeil, vous devenez agité. Si vous ne dormez pas dans les 24 heures, eh ben, vous ne pouvez pas communiquer. Ce qu'on a remarqué en tant que professionnel de la santé, c'est cette accidentologie routière. Des accidents qui se viennent 1 heure avant l'Aden et aussi parfois une demi-heure avant le Suhour. Les gens courent d'une manière très dangereuse. Et il y a aussi la violence interpersonnelle. Elle commence dans les violences verbales, puis elle peut aller vers les violences gestuelles. Malheureusement, nous enregistrons chaque jour des personnes qui viennent consulter les services des gens. Ça touche beaucoup plus, Dieu merci, ça touche beaucoup plus les hommes que les femmes. Souvent, c'est des sujets jeunes qui se bagarrent, le marché, la circulation phénomène. Je parle d'Alger. Nous assistons quand même à des phénomènes inquiétants de circulation génératrice aussi de violence. Nous demandons des gens d'être patients, d'être sages, d'être polis et d'accepter justement. Oui, mais professeur Belhadj, est-ce que vous ne pensez pas quand même que pour arriver à un degré quand même de violence qu'on voit, peut-être le professeur Yacoubi peut en parler, parce qu'il voit quand même des scènes qui peuvent être choquantes, vous aussi également, pour arriver à ce degré quand même de violence, il faut être prédisposé ou il faut avoir des problèmes aussi, c'est pour ça que je vous parlais d'addiction. Il y a justement de l'addiction. Il y a l'addiction d'abord au tabac. Une personne normale, elle peut s'énerver, elle peut s'agiter, mais elle n'arrivera pas à la violence, professeur Belhadj. C'est l'éducation. L'éducation, l'environnement, c'est vrai, l'addiction, je vous ai dit, phénomène nouveau, la toxicomanie, elle est là. C'est un phénomène, on l'a signalé, qui prend de proportions inquiétantes. Avant, c'était le cannabis, maintenant, c'est le Rivotril, le Tchouchna et les autres produits, certains qui ont des moyens à la cocaïne. Les drogues dures. Exactement. Tout cela, justement, parfois, le sévrage peut provoquer un sévrage occasionnel. Les gens, scientifiquement dit, par exemple, un alcoolique qui doit diminuer la prise de l'alcool 40 jours avant le début de Ramadan parce qu'il risque de tomber dans le syndrome de sévrage qui est générateur de violence. Effectivement, le problème des usagers de ces drogues-là sont souvent source de violence. Plus grave, violence parentale. Et je l'ai dit, ce qu'on appelle les violences silencieuses pour l'enfant. Lorsqu'un enfant assiste durant le mois du Ramadan à des violences du couple, eh bien, il y aura des répercussions. Cet enfant-là, d'être le futur, justement, si on ne le prend pas en charge, si on ne fait rien du tout, eh bien, va être source de violence lorsqu'il sera adulte. Alors, je reviens aux accidents domestiques, parce que c'est quand même un peu le plus gros de cette émission. Professeur Yacoubi, alors l'OMS rappelle que la première cause de mortalité chez les enfants, ça c'est assez choquant quand même, quand on apprend que la première cause de mortalité chez l'enfant de moins de 5 ans, c'est les accidents domestiques, parce que quand même on a l'impression, ou c'est une conviction en tout cas, qu'on est protégé lorsqu'on est à la maison. Absolument. Alors que finalement, ce n'est pas vraiment le cas. C'est un problème de santé publique aussi. Oui. En fait, il faut vous dire les choses. Il y a la responsabilité des parents. Un enfant n'a pas toutes les acquisitions. Un adulte, il peut différencier assez facilement le danger, même si le danger n'est pas apparent. Il peut le deviner, etc. Il a des réflexes. Oui. Mais un enfant n'a pas encore ces acquisitions. Donc il y a la responsabilité des adultes, pour ne pas dire les parents. Parce qu'on peut être absent, il y a peut-être la nounou, peut-être il faut qu'il soit sous l'œil d'un adulte. Absolument. Et sachez qu'à la maison, il y a énormément d'objets dangereux. Entre autres, la cité, le fait d'être dans un immeuble, il y a l'étage d'abord, il y a la fenêtre, il y a le balcon, etc. Il y a aussi les objets. Les objets, vous savez que l'enfant, à titre d'exemple, si on parle de la cuisine,
l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il imite l'adulte. Donc si on ressort tout l'arsenal là pour faire je ne sais pas combien de plats pour satisfaire la famille, on fait sortir quoi? Les électroménagers, les trucs, les appareils dangereux, les hachoirs, les mixeurs, etc. Qui peuvent être dangereux. Et on est occupé, à titre d'exemple, le couteau qui est dangereux. Vous savez, un couteau, on peut tomber dessus, on peut c'est clair. Se léser les organes nobles, etc. Et là, c'est la responsabilité des parents. Vous savez, à l'étranger, quand un enfant est blessé, il y a une enquête qui se fait. Pour négligence, on peut lui enlever l'enfant parce qu'il a fait un traumatisme grave, il était sous la responsabilité. Belhadj, les enfants qui sont tombés justement d'un étage ou de je sais, voilà. Je ne sais pas comment on fait, je ne sais pas. Je pose la question d'ailleurs, comment on fait chez nous? Est-ce qu'il y a un côté bien sûr, il y a une ouverture d'enquête vis-à-vis des parents? Toute violence à l'égard d'un mineur, il y a une ouverture systématique d'enquête. Parce que là, je reviens, parce que c'est bien ce qu'elle a introduit notre chère Madame Sharif, c'est que parfois, ce n'est pas des accidents. Un accident, ça veut dire on a tout fait pour ne pas l'avoir. Mais un enfant qui se blesse, excusez-moi, c'est une négligence. C'est une négligence. C'est de la négligence, effectivement. Professeur Yacoubi et mes convives, je vous invite justement à regarder un reportage. On va revenir sur les brûlures constatées pendant le mois sacré. Ça se passe justement au niveau de l'hôpital des Grands Brûlés de Zeralda. Le reportage est signé Yanis Saïd Belkacem. Regardez. Période du Ramadan, les accidents domestiques, en particulier les brûlures, sont malheureusement fréquents. Là, nous assistons au nettoyage des plaies et l'application d'un nouveau pansement pour cet enfant âgé de 2 ans, admis ici il y a quelques jours. Ou encore cette petite fille du même âge. Depuis le début du Ramadan, on est le 15e jour, on a vu à peu près 130 malades. Enfants, je parle des enfants. En ce qui concerne les adultes, on a vu à peu près les 400, on dépasse les 400 malades vus jusqu'à l'heure actuelle. En ce qui concerne tous ces malades, on a eu à peu près, pour les enfants, on a eu une douzaine d'hospitalisations dont on les a gardés sous observation pour suivre l'évolution de leurs brûlures. Mais dans tous les cas, les brûlures, c'était à titre palliatif, c'est-à-dire on les a traités et ils sont rentrés chez eux. Les enfants ne sont pas les seules victimes. Nous avons également rencontré ces 2 femmes victimes de brûlures causées par l'explosion d'une cocotte minute et une fuite de gaz. وجد في لاكوكوط ونوسي فيها كلش ومن بعد هي بدات تخرج في النفس هي الداخل هي على النار مع نزيرها وهي على النار سيباتمون تلتقط جور حاجه بومبا تشعل الطابونه صراتي جيت حنشعلها كانت الغاز يتبارده وتطرطق فيه وفي وجهي طرطقت انا نجري والنار تجري يعني. Ce mois de Ramadan, l'hôpital des Grands Brûlés de Zeralda a accueilli plus d'enfants victimes d'accidents domestiques que l'année dernière. Et cette année, à la même période, donc jusqu'à hier, on a 188 brûlés, dont 12 hospitalisations. Et ce chiffre ne correspond qu'au centre de l'Algérie, c'est-à-dire... La prise en charge des brûlures est complexe et nécessite un suivi régulier sur de nombreuses années. Brûlures qui ne cicatrisent pas au-delà de 3 semaines, on est obligé de l'aider par des greffes cutanées. On prélève des greffes d'une zone qui n'est pas brûlée pour la greffer sur les zones qui n'ont pas pu cicatriser au bout de 3 à 4 semaines. Il ne faut pas penser qu'une fois le brûlé a cicatrisé, qu'on a gagné la bataille. Brûler au niveau des mains, il y aura des rétractions au niveau du cou. Là où il y a des articulations, ça va. Donc si on ne suit pas les patients régulièrement, on aura beaucoup de complications. Il y a des malades qu'on voit tous les 3 mois et qu'on opère pratiquement tous les 6 mois, tous les ans, pour suivre sa croissance. Pour éviter ces accidents dramatiques, la prévention et la vigilance restent les meilleurs alliés. Alors, on a vu donc le reportage qui a été tourné à l'hôpital des Grands Brûlés, professeur Bacha, oui, de Zeralda, précisons-le. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour ce Ramadan? Comment se passent les choses? Vous avez reçu un grand nombre de brûlés dès les premiers jours du Ramadan ou c'est plutôt à partir de la 2e semaine? Comment ça se passe généralement? Dites-nous. Le nombre augmente au fil des jours. Et depuis le premier jour du Ramadan, comme les enfants, comme les adultes sont reçus.
Et l'hôpital des Grands Brûlés est en train de gérer tous les brûlures de l'Algérie, pas seulement de la région centre de l'Algérie. Donc, pas plus loin que ce week-end, nous avons reçu 4 patients brûlés, Boumerdes, Tnis et Cherchel. Donc, vous voyez que le nombre augmente et spécialement où tous étaient des brûlures thermiques, c'est-à-dire que soit par flamme, explosion de butane, soit renversement de liquide chaud sur les personnes. Oui. Alors on parle de l'augmentation du nombre d'accidents ou de brûlures. Est-ce que la gravité aussi, elle est plus grave pendant ce mois sacré? Est-ce qu'on peut dire aussi que les accidents sont plus graves pendant ce mois sacré, hein, pour toutes les raisons qu'on a citées tout à l'heure? C'est vrai, la brûlure, quelle que soit, même si elle n'est pas étendue, parce que la gravité de la brûlure, il y a 3 critères. C'est la profondeur, c'est la superficie et parfois c'est le siège. Quand vous avez une brûlure au niveau du visage, elle est grave, malgré que la superficie n'est pas étendue. Mais quand vous avez une brûlure qui est étendue, la réanimation doit s'imposer. Donc, si vous devez hospitaliser... En fait, il y a 2 critères qui vont... Les critères, c'est la superficie et la profondeur, et le siège, parce qu'il y a inhalation. Et quand la superficie chez l'enfant dépasse 10% et chez l'adulte dépasse 20%, obligatoirement, le malade doit être hospitalisé. Pourquoi? Pour faire ses pansements, certes, mais aussi pour rattraper le retard, parce que quand il y a une brûlure, il y a une déperdition hydroélectrolytique. Le plasma sort, les liquides sortent, donc on va vers l'hypovolémie. État de choc, hypovolémie. Donc, obligatoirement, on est obligé de rattraper ce retard. Hospitalisation, réanimation, et essayer de rattraper le liquide qui a été perdu. Oui. Alors, est-ce qu'on peut dire, on parlait tout à l'heure, professeur Yacoubi disait, il ne faut pas parler que de la cuisine, mais est-ce que finalement, la cuisine serait la pièce la plus dangereuse pendant ce mois sacré? Oui, les plus dangereuses. Est-ce qu'il faudrait faire plus attention, c'est-à-dire par exemple pour les enfants, il faudra tout faire pour qu'ils n'accèdent pas à la cuisine. Si on est en cuisine, il faudra faire doublement attention, surtout si on est nombreux, si on est en promiscuité. Il y a comme ça des paramètres qu'on devrait prendre en considération, professeur Bacha? Le souci, c'est que, c'est vrai, la brûlure thermique, c'est par la chaleur, c'est ça, c'est que c'est en cuisine. C'est la plus fréquente. Oui. Mais la brûlure électrique, moins fréquente, 7 à 10%, elle est plus dangereuse. D'accord. Et quand je parle de brûlure électrique, c'est les prises voleuses. Et les prises voleuses, c'est pas seulement au niveau de la cuisine. La cuisine, c'est vrai. C'est les feux, la tabona, but à gaz, etc., etc. Mais les prises, c'est au niveau de l'appartement, de notre logement, de notre domicile. Donc une prise voleuse à droite et à gauche, un enfant, innocente victime, je le dis toujours, innocente victime, qui vient découvrir un fil, au bout duquel il y a quelque chose, il voit ce que c'est. Premier réflexe, c'est quoi? Dans la bouche. Oui, il faut dire qu'un enfant, c'est curieux, et puis la cuisine, c'est un terrain de jeu pour un enfant. C'est pour ça qu'il faudra penser justement à ce qu'il n'accepte pas d'emblée. Et l'adulte aussi peut se brûler, il connaît ce que c'est. Mais tellement il est pris par le temps, parce que beaucoup de choses à faire, il oublie que la prise est branchée, il prend, et parfois il a les mains mouillées, il se brûle. Et ce qu'on disait tout à l'heure, le manque de vigilance. Oui, professeur Belhadj. Justement, un autre problème qui est dramatique, c'est les ingestions de produits caustiques. Oui, troisième élément. Et là, c'est la responsabilité des mamans. Une cuisine doit être bien organisée, sécurisée. Il ne faut pas laisser la cuisine dans un cafarnaum. Parce qu'on a l'habitude de quelqu'un jeune de 16 ans, 17 ans, il se réveille à 4 heures du matin, et s'il a une bouteille devant lui, il boit sans contrôler. Malheureusement, on a eu des ingestions de produits caustiques chez des enfants, Nadaf, Javel, diluant. Ça, c'est la responsabilité. Il ne faut pas que ce soit à la portée, absolument. Il faut pas que ce soit à la portée des enfants. Il est strictement interdit de mettre les produits, les détergents dans une cuisine. Les détergents doivent être stockés aussi. Il y a parfois des mamans qui mettent dans une bouteille d'eau minérale, l'enfant est attiré par la couleur, et il a soif. C'est des événements dramatiques. Parce qu'un brûlure caustique l'œsophage, c'est des soins. Oui. Je pense que le message est bien transmis à professeur Belhadj, c'est-à-dire... Là, c'est la responsabilité des parents et de la maman. Faire très, très, très attention. Il y a aussi un autre phénomène
qui est nouveau, c'est que c'est ces parents qui bricolent chez eux durant le mois du Ramadan. Une maison, c'est pas un atelier. Et parfois, ça donne des accidents, des plaies profondes de la main, des brûlures électriques, des éclats avec des lésions oculaires. Il faut que le papa soit responsable. Une maison, c'est pas un atelier. On ne peut pas pratiquer des gestes professionnels dans une maison. Vous pouvez vous blesser vous-même et blesser les enfants. Oui, il ne faut pas laisser les appareils branchés, hein, ça c'est très important, ce que vous disiez tout à l'heure. Et mon ami Yacoubi va en parler d'un phénomène nouveau aussi qui nous inquiète. C'est l'accidentologie routière à deux roues. Ça, c'est un problème. Oui, peut-être avant, juste une précision, hein, professeur Yacoubi. Est-ce qu'au même titre, par exemple, que les brûlures, on en voit beaucoup, on en voit plus grave également pendant le mois sacré. Est-ce que pour la traumatologie également, c'est plus grave pendant le mois sacré? Oui, c'est beaucoup plus grave. Bon, j'ai parlé tout à l'heure de... Est-ce qu'on peut brasser large? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que vous voyez en traumatologie? Qu'est-ce qu'on voit, surtout si on parlait de la cuisine, c'est tout ce qui est blessure par objet tranchant. Hein, des couteaux, les appareils, entre guillemets, vous savez, quand vous avez des hachoirs et tout ça, mais il vaut mieux un couteau qu'un hachoir. Qu'il y a des personnes qui ont perdu des doigts. Oui, et les enfants surtout. Parce que les enfants... Et ce qui est aussi un phénomène nouveau, j'ai remarqué que avant on avait des appareils sécurisés, qui avaient des trucs où... Mais maintenant, vous appuyez, ça tourne. Avant, on avait des trucs où il y avait une sécurité d'abord pour qu'on puisse commencer à faire fonctionner les hachoirs, oui, les broyeurs, les hachoirs. Et là, c'est les enfants. C'est quoi le risque, professeur Yacoubi? Le risque, dire aux gens qui nous regardent que c'est dangereux. Oui, c'est dangereux. Bon, les plaies, il faut savoir que souvent, ça touche les mains. Les plaies, vous savez que la main, c'est précieux. La main, c'est ce qu'on appelle un organe de projection directe du cerveau. C'est ça, c'est un prolongement du cerveau. Du cerveau. Si vous essayez d'étudier un peu ce que fait comme effort le cerveau pour faire fonctionner la main, vous allez trouver une aire très très importante de fonctionnement. Alors, la main, c'est fin. Vous avez des nerfs, vous avez des tendons, vous avez des vaisseaux et tout ça. Ce qui est important... 14 articulations. Oui, ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas négliger ces plaies. Même des plaies punctiformes. Parce qu'il y a un trajet, et comme c'est fin, c'est petit, c'est délicat. Vous pouvez blesser ces organes nobles et vous laisser... Et la réparation, si elle sera éventuellement tardive, sera beaucoup plus difficile. Donc il faut consulter. Donc généralement ça saigne énormément la main quand il ne faut pas s'alarmer, il ne faut pas mettre de garrot, jamais. Il faut mettre des pansements compressifs. C'est-à-dire là où il y a la plaie, vous mettez des compresses et tout ça, propre ou un linge propre, et vous serrez et allez directement dans un service de chirurgie pour réparer, pour éventuellement explorer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas banaliser. Hein. Et il y a autre chose, c'est que toujours avec les enfants, c'est qu'il faut savoir que les enfants imitent les parents. C'est ça. Donc vous imaginez, ils essayent de ramener des choses et tout ça, ils chutent. Et là aussi, c'est quelque chose qui peut bien entendu engendrer. Je rajouterai autre chose, c'est que, et là c'est très important d'en parler, c'est les sujets âgés. Vous savez, quand on est occupé avec la cuisine et tout ça, et le papa qui est fatigué, qui s'allonge, on laisse les sujets âgés. Sachez que les sujets, au moins, ils ont une maladie chronique. Donc, il y a un traitement, ils font carême, ils ne respectent pas les doses, ils font des chutes parce qu'ils font des hypotensions, ils font des troubles neurologiques, etc. Donc, ça chute. Et souvent, on chute où? Au sanitaire. Au sanitaire, ça glisse et tout ça. Et là, le rôle des adultes, c'est d'aménager la maison de telle sorte où il n'y aura pas ce risque de chute. Nous, les chirurgiens, on dit pas de chute, pas de fracture. Donc il faut tout faire. Les tapis qu'on laisse, maintenant la dalle de sol dans les sanitaires. C'est pas pensez à des sols antidérapants, bien sûr. Antidérapants, etc. Tout ça, c'est un peu le rôle de nous, adultes, pour protéger
d'enseignants pour protéger les sujets. Peut-être ouvrir une parenthèse avec vous, professeur Belhadja, justement, parce que vous avez eu l'occasion d'en parler sur d'autres médias, puisque vous parlez des personnes âgées, justement, peut-être pour rappeler, encore une fois, on en a déjà parlé dans cette émission, mais le rappeler encore une fois, qu'il ne faudrait pas jeûner lorsqu'on est autorisé, justement, à rompre le jeûne. Lorsqu'on a une prise médicamenteuse, plusieurs prises médicamenteuses, il ne faut pas jeûner non plus. Il ne faut pas se fatiguer, justement, pour ne pas en arriver là, à faire des chutes dangereuses et à cette année, le ministère de la Santé, le département de la prévention, il a établi un arrêté ministériel fixant quelles sont les maladies qu'une personne âgée sous traitement ne doit pas jeûner. Elle l'expose même l'islam. Il vous dit, le bon Dieu, quand même, la vie, elle est chère, elle est importante, vous n'allez pas l'exposer. Quelqu'un qui a 3-4 pathologies, eh bien, aux urgences, après nos urgences sont inondées par des personnes. Nous avons remarqué ces 3 premières semaines une recrudescence malheureusement des AVC hémorragiques. C'est terrible ça. C'est très grave. C'est dangereux, ça ne donne pas de bons résultats. Les AVC ischémiques aussi. Et en plus, une personne âgée va décompenser sa pathologie cardiaque. Aussi, professeur, en plus, si la personne elle est âgée, elle est obèse, elle est alitée, elle va faire des complications mortelles. Et ça pèse beaucoup sur le système de santé, sur la famille aussi. Ça perturbe le fonctionnement de la famille. C'est toute la famille, il faut quelqu'un qui le surveille. Du coup, on abandonne l'autre. Et on retombe dans le cycle. Justement, là, c'est un message. Il faut que nos imams se convainquent. Justement, sont musulmans, certes. Il faut que les gens comprennent qu'il est dangereux de jeûner si quelqu'un il a plus de pathologies chroniques. C'est très dangereux. Absolument. Encore un message. Et on le dit à chaque fois. Et en plus, notre religion le permet. Bien sûr. Oui, absolument, elle le permet. C'est-à-dire, c'est pas contre la religion. Il faudra penser à sa santé. Ça coûte cher. Absolument. Ça coûte cher. C'est de l'argent, c'est du temps. Bien sûr, prendre en charge une personne âgée, c'est la gériatrie que nous craignons justement. En 2030, 2035, nous aurons 6 millions de personnes âgées. Il faut les prendre en charge. Oui, absolument. Alors, professeur Bacha, comment faire la différence, une question pédagogique ou directe, comment faire la différence finalement entre les différents degrés de brûlure? Comment savoir que je suis devant une brûlure grave? Toute brûlure est grave. Mais c'est vrai, quand vous avez un flic, c'est que la bulle au-dessus, en général, c'est superficiel. Et quand vous avez une brûlure... On parle toujours de 3 degrés de brûlure. 3 degrés, actuellement, on revient un peu, parce qu'on disait 1er degré, 2e degré, 3e degré. Oui. Après, on a divisé le 2e degré en superficiel et en profond. Actuellement, on parle surtout des brûlures superficielles. Pourquoi on a fait cette différence? Et des brûlures profondes, on a fait cette différence de telle sorte que l'évolution de la brûlure. Quand c'est une brûlure qui est superficielle, elle va cicatriser spontanément. C'est qu'avec les pansements, avec une bonne prise en charge, ça va cicatriser. Par contre, quand c'est une brûlure qui est profonde, quel que soit votre pansement, elle ne va pas cicatriser. Il faut assistance chirurgicale, c'est-à-dire soit une greffe, soit selon le siège, des lambeaux ou autre chose pour essayer de recouvrir le trou qui a été créé par la brûlure. Pour revenir à votre question, quand c'est un flictens avec une bulle d'eau au-dessus de la brûlure, en général, c'est une brûlure qui est superficielle. Quand vous avez une brûlure qui est blanchâtre, qui est noirâtre, sur le carbonisé, c'est du 3e degré, c'est du profond. Quand elle est rouge, vous êtes en intermédiaire et vous avez exactement. Et en plus, il faut savoir que quand vous avez une brûlure, elle n'est pas homogène. Il y a des endroits où elle est superficielle, il y a des endroits où elle est profonde. Parce que quand on se brûle pas de façon homogène. Il y a des zones qui sont profondes. Et c'est en fonction de l'évolution, on dit tel siège c'était une brûlure qui était superficielle et tel siège c'était une brûlure qui était profonde. Oui. Alors qu'est-ce qui fait la différence justement? Alors on parle aujourd'hui justement de cuisine particulièrement puisqu'on est en plein mois sacré du Ramadan, qui est connu pour sa table de fête chaque soir. Qu'est-ce qui va nous exposer à faire des brûlures graves? Est-ce que c'est plus les fritures? Est-ce que c'est plus... Parce que là je lis par exemple les cas de l'année dernière. On parle d'une moyenne de 500 brûlés. Ça c'était à Alger. Alors ils ont été ébouillantés, c'est terrible. Ils ont été ébouillantés, des marmites de hayra, des théières, de l'huile chaude, qui se sont renversées sur eux. Ça, globalement, c'est ce qui a été rappelé l'année dernière. Est-ce que c'est la même chose? Et qu'est-ce qui nous prédispose? C'est la même chose parce que c'est vrai, la brûlure thermique,
En dehors du ramadan, c'est but à gaz. C'est le gaz qui explose et ça entraîne des brûlures par flamme. Mais au niveau de la cuisine, pendant le ramadan, c'est surtout des liquides. Donc, quel que soit le liquide, il faut qu'il soit chaud. L'inconvénient, c'est que quand vous avez un liquide, de l'eau, il y a un ébouillantement et ça coule. Ça ne reste pas au même endroit. Et quand vous avez un liquide comme l'extrême, c'est l'huile. D'abord, la température d'ébullition de l'huile n'est pas la même que la température d'ébullition de l'eau. En plus, la viscosité de l'huile fait de telle sorte qu'il s'accroche au niveau de votre peau. Donc, le temps de contact est plus important. Donc, les dégâts sont plus importants. Donc, quand vous avez un liquide comme de l'eau, c'est grave, c'est vrai, c'est grave. Mais le contact n'est pas aussi important que l'huile. Alors, s'il y a un message à transmettre, justement, faites attention lorsqu'on fait des fritures. Ne pas se brûler, quel que soit le liquide. Ça, c'est idéalement, professeur. Mais là, on est devant des femmes qui sont tous les soirs derrière les fourneaux. Si on doit livrer un message ce soir, ce serait celui peut-être d'éviter les fritures déjà. C'est de contrôler. On le dit à chaque année. Contrôler. L'appareil, la cuisine est un appareil. Elle a une tuyauterie, un tuyau qu'il faut le contrôler. Chaque année, il faut le changer, il faut le nettoyer. Et il y a un phénomène inquiétant qui est toujours là, le problème des tabonnas. Oui, merci. La fameuse tabonna, le tripier. Elle est souvent responsable justement d'accidents domestiques. Il y a même des gens qui ont des cuisines équipées, puisqu'elles cuisinent plusieurs plats, elles rajoutent une bouteille de gaz avec une tabonna et parfois ce qu'on appelle des bouteilles de camping. C'est très instable. C'est ça. C'est très instable. Même le papa, il doit contrôler aussi même la table. Il y a des tables instables et il y a une responsabilité parentale justement de la gestion de l'espace. La 4e semaine, les accidents domestiques vont augmenter. Vous allez dire pourquoi? Parce que en plus des activités de préparer les cuisines, c'est la deuxième activité parallèle qui commence à 14h, c'est de faire des gâteaux. Donc ça occupe beaucoup plus la maman et ça transforme la cuisine en véritable chantier, mais on abandonne son enfant. Et ça fait participer tout le monde. Et il faut justement un peu de management. Le réchaud à gaz ou le tripier ou la fameuse tabonna, comme disait professeur Belhadj, on l'incrimine toujours à hauteur de 90% des brûlures. C'est toujours le même constat. C'est la plus grande, parce qu'elle est accessible. Par exemple, la cuisinière à une certaine hauteur. Quand on laisse la casserole, le barat dehors, c'est vrai, il y a un accident. Mais si on prend nos précautions, le barat à l'intérieur, elle est moins accessible. Et la tabonna, elle est par terre. L'enfant est à côté, les adultes sont à côté, les vieux sont à côté, tout le monde. Par inattention, avec nos pieds, on renverse. On renverse sur nos vêtements et c'est en train de brûler. Même des brûlures de contact. Au téléné, vous prenez feu, puisque si vous... C'est ça. Les vêtements. Les vêtements. Oui, surtout s'il y a du synthétique dedans, absolument, ça c'est très dangereux. Oui, bien sûr, professeur Yacoubi. Je rajouterai autre chose, parce qu'on a parlé de... J'allais vous poser la question sur l'âge. Est-ce qu'on peut parler d'un âge qui serait plus dangereux qu'un autre? Oui. Pour la vigilance, justement. Vous avez parlé de... Bon, les enfants, ça ne se discute pas, c'est parce qu'ils n'ont pas cette acquisition d'avoir... Peut-être avant 5 ans, justement, parce que c'est l'âge où on est le plus curieux. Généralement, avant 3 ans. Voilà, c'est ça. Quand tu commences à marcher. À ma connaissance, c'est 3 ans, mais au-delà de 3 ans, on commence à avoir quand même. Mais il y a le sujet, je reviens au sujet âgé parce que vous avez parlé de fracture du col du fémur, à cet exemple. Sachez que la fracture du col du fémur, quand il s'agit d'un sujet âgé, c'est une fracture mortelle. C'est pas un problème de consolidation. La fracture peut consolider. C'est les complications de décubitus. C'est les complications, c'est la décompensation d'état. Les sujets âgés, il faut les opérer entre 24 et 48 heures. Sinon, toute une cascade qui va se apparaître et de là, on peut très facilement perdre le patient ou se retrouver avec une embolie pulmonaire, avec les problèmes thromboemboliques, respiratoires, etc. Vous avez parlé de l'AIT. Il ne faut pas faire participer les sujets âgés dans le truc de l'AIT. Vous savez, on a ce truc-là. C'est-à-dire soit avant Ramadan, c'est qu'on nettoie la maison. On monte dans des trucs et tout ça. Sachez que le sujet âgé, il a un os fragile. C'est l'ostéoporose qui est tout à fait physiologique. L'os se fracture au moindre truc. Vous savez, parfois, il y a des fractures qui apparaissent après un éternement.
Les fractures de côte, par exemple, c'est parce que l'os est fragile, c'est comme ça. Donc les faire Ça, c'est un peu participer... extrême quand même, professeur Yacoubi. Non, mais c'est pour dire, Voilà. C'est-à-dire ça existe. Et tout ça. Non, mais ça existe, hein, on a vu déjà. Et il y a un sujet âgé, à partir de 75 ans, surtout les femmes, sachez que l'os est fragile, physiologiquement parlant. Donc les faire monter dans des escabeaux, des trucs pour nettoyer là, parce qu'on est avec les gâteaux, non, attention, faites attention, rajoutons qu'ils sont sous traitement, problème de vigilance, la fatigue, etc. C'est GRG, ils sont vulnérables. Donc là aussi. Moi, je pense que le message on devrait s'adresser à eux. Je ne pense pas qu'on leur demande de faire certaines choses. Il y a certaines personnes âgées. On les épargne. Voilà, certaines personnes âgées, elles-mêmes, absolument, elles-mêmes, elles veulent participer à l'évitement. C'est transformation totale. Hein. Pour l'âge, professeur Yacoubi, on a compris que ça vous tient à cœur de parler des personnes âgées. Parce que certains, madame, parce que parfois c'est très dangereux. Vous savez, ça nous arrive d'avoir tout le service plein de sujets âgés. On annule même des programmes opératoires. La chirurgie froide, on annule pour éponger ce nombre important de sujets âgés. Oui. Donc, c'est normal parce qu'il y a la longévité. Il faut le dire. Notre société, elle vieillit. Contrairement si on revient un peu en arrière, ça fait 20 ans, 30 ans, on n'a pas les mêmes chiffres. Et c'est le développement de la médecine aussi. Et c'est la médecine moderne. Sur la gériatrie. Elle a permis de faire augmenter cette longévité. Oui. Alors, question aussi par rapport au brûlé. Est-ce que ça intervient au moment de l'iftar, parce que là aussi, c'est un autre message de cette émission. Faites attention au moment de l'iftar, pas de précipitation. Pourquoi on veut absolument à ce que tout soit chaud, voire brûlant? Ça aussi, c'est des messages à donner ce soir, professeur Bacha. Pas le moment de l'iftar, juste avant. Juste avant, oui, mais la préparation. Ça commence la préparation. Nous mettons le final, à quel moment L'iftar, on se brûle la langue. Non, parce qu'on a rapporté, par exemple, des cas. C'est vrai, il y a des familles, la cuisine, on n'éteint pas les feux, donc le risque existe, le shorba doit être hyper chaud, le bourrage, etc. C'est des coutumes, et ce n'est pas quelque chose qui est très important. Et on court un risque pour quelque chose qui n'est pas important. C'est regrettable. Et pourquoi on est obligé de... C'est très difficile. Là. Ce que vous dites là, c'est quelque chose de très difficile à transmettre, professeur Bacha. Pendant tout le mois sacré, on n'arrêtait pas de parler de ce poids culturel, justement. Quand on parle de le fait de ne pas dormir, de problèmes de chamboulement de son sommeil, ça aussi c'est un poids culturel. Lorsqu'on parle des personnes qui jeûnent quand même, malgré l'interdiction de leur médecin, ça aussi c'est tout un poids culturel. C'est très difficile finalement de changer les mentalités, professeur Belhadj. Vous avez remarqué, ils sont en train de faire, c'est un mois plein. Il est plein en activité. Là, je rends hommage à toutes les mamans, à toutes les femmes algériennes. C'est un travail vraiment ardu. Durant cette période, il y a beaucoup d'activités. Qui dit beaucoup d'activités, beaucoup d'incidents et d'accidents. Là, je parle des accidents domestiques. Et si on part à notre volet des accidents de travail, accidents de circulation, violence routière, violence au quotidien, c'est vrai, c'est des coutumes, c'est nos traditions, mais nous devons quand même... Pensons à un compromis peut-être, professeur Belhadj. Nous sommes en train de faire une transition générationnelle. Il y a des transitions, ça commence à changer, même il y a une autre forme de violence. C'est une bouffe trop sucrée, trop salée. C'est pas bon pour la santé. C'est pas bon, je parle à mes amis, m'excuse les amis de Bouféric, ceux qui font de la zrabia, c'est pas bon pour la santé. Pas du tout. Il faut l'éducation sanitaire justement de notre population à respecter le sommeil, à bien se réhydrater, à manger sainement, d'éviter les boissons gazeuses, ne pas faire jeûner s'il vous plaît les enfants. Un enfant. On a vécu des situations, des enfants qui font des malaises hypoglycémiques, il y a certains qui ont convulsé, il y a ceux qui ont fait des déshydratations, et en plus, heureusement qu'on est en période de vacances scolaires, ça se répercute sur la scolarité de l'enfant. Absolument. C'est des enfants qui ne dorment pas, et ça c'est très dangereux. Bien sûr, ça va altérer leur concentration, leur rendement. Il faut de l'éducation. On doit participer, une nouvelle génération va aller vers, en 2050,
on doit s'adapter justement à l'évolution technologique de ce que nous apporte la science. Oui. Pensons donc à un compromis, hein, une table bien garnie, c'est bien beau, mais pas au détriment de sa santé, justement. Professeur Yacoubi, il nous reste quelques minutes avant la fin de cette émission. On arrive peut-être aux conseils. Quels sont les conseils à donner devant une blessure, justement, ou devant une chute? Quelles sont les mesures à prendre? Oui, il faut tout simplement, tenir compte d'abord, quand on a une blessure, il y a une hémorragie, il y a du sang, donc à ce moment-là, il faut éviter, il faut essayer de faire un pansement compressif pour arrêter le saignement. Pour la main, donc il faut juste avoir la main au-dessus du niveau du cœur, pour qu'il y ait moins de saignement. Éviter de grâce les garrots, parce que les garrots endommagent certaines structures, notamment les nerfs. Un pansement compressif au niveau de la main et bien entendu aller consulter. Ne pas laisser ses plaies surtout au niveau de la main, parce qu'on peut passer à côté d'une lésion, d'un élément noble qu'il faut réparer en urgence, parce que la réparation tardive est beaucoup plus complexe, beaucoup plus compliquée. Les chutes, il faut attention. On a eu un cas, on est passé à côté d'un traumatisme crânien. On s'est occupé de son problème de hanche, parce qu'elle est tombée, donc cette attitude vicieuse de tout traumatiser du membre inférieur, notamment les fractures de l'extrémité proximale du fémur, et on a oublié son impact crânien, parce qu'elle avait un foulard, et juste après elle a fait un problème de perte de connaissance, alors qu'on est passé à côté d'un hématome extradural. Heureusement, ça s'est réglé assez rapidement, on a découvert ça rapidement, parce qu'avec la perte de connaissance, quelqu'un qui chute, surtout le sujet âgé, il ne faut pas uniquement aller regarder la hanche, parce que là, pendant la chute, il peut très facilement et très souvent d'avoir également, ça c'est professionnel. Oui, pas... également, non, c'est-à-dire ne pas négliger ça. S'il n'avait pas cette fracture, s'il a chuté sur sa tête, on dit, oh, voilà, il va mieux, mais il a un impact crânien. Les enfants aussi. Attention, les enfants chutent sur leur crâne, leur tête. Et là aussi, il ne faut pas, c'est pas parce qu'il est conscient et tout ça, il faut négliger. Attention, les hématomes extraduraux, il y a l'intervalle libre, etc. Tout ça, il faut mais ce qui est important, il faut consulter. Parce qu'on ne connaît pas. Banaliser ce que vous disiez tout à l'heure, même si on a l'impression que c'est une petite blessure, il faut consulter. Même question, professeur Bacha, ça c'est très important également. La brûlure fait partie des traumatismes les plus graves qu'un corps peut vivre. Quels sont les premiers gestes à avoir devant une brûlure? Donc, les gestes qu'il faut faire au niveau de la maison, au niveau du domicile, il n'y a pas de médecin à côté. Donc, il faut refroidir la lésion. Fameuse règle des 3-15, c'est ça? Voilà, vous la connaissez. Et j'espère que tout le monde maintenant la connaît. Exactement. C'est 15 cm, 15 degrés pendant 15 minutes. N'importe quelle brûlure, professeur Bacha. Brûlure thermique. Oui. C'est-à-dire même s'il y a des cloques, je vais revenir sur la brûlure électrique, d'électricité. Maintenant, avec la température, il faut essayer de refroidir cette zone de telle sorte que les dégâts qui ont été transmis par la température, on les bloque. Il n'y a plus de diffusion de température, donc 15 degrés, 15 minutes, 15 cm, de telle sorte qu'on freine. On recouvre la lésion avec n'importe quoi, quelque chose de propre, et on envoie le malade au niveau d'un dispensaire ou d'une structure de santé. Chose qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire, c'est ce qu'il faut faire. S'il vous plaît, pas de café. Quand je dis café, marre de café. Pas de dentifrice. Pas de pommes de terre. Pas de pommes de terre. Pas de. Parce que là, ça ne sert strictement à rien. Première des choses. Et deuxième chose, c'est des corps étrangers. Ça va aggraver la brûlure. Troisième élément, la glace. C'est vrai, vous me dites qu'on va refroidir. Moi, je vais refroidir mieux que vous. 15 degrés, moi, je donne du 0 degré. Quelque chose, un glaçon. Mais ce glaçon va entraîner une vasoconstriction. C'est que les vaisseaux, avec le phénomène inflammatoire, sont parfois détruits sans perturbés. Donc la vascularisation n'est pas bonne. Moi, quand je vais refroidir de façon aiguë, je vais entraîner une vasoconstriction. C'est-à-dire que le vaisseau va se collaber, va se boucher. Qu'est-ce qui va se passer? Un tissu qui n'est pas irrigué, il va se nécroser. Quand il va se nécroser, parfois c'est réversible, parfois c'est irréversible. Quand je dis irréversible, c'est-à-dire qu'il devient noir, il va entraîner une gangrène, et la gangrène aboutit à quoi? À une amputation. Pour ce qui est de la brûlure électrique, je vais essayer d'être rapide. Très brièvement, on va donner le débrancher la prise,
et envoyez, ne faites rien du tout parce qu'en général, il n'y a pas de parallélisme entre la superficie, la brûlure en superficie et en profondeur. La diffusion, elle est très grave en profondeur et on ne voit pas ça. Donc, obligatoirement, débrancher le malade de l'électricité et le prendre directement dans une structure de santé où le CG, l'électrocardiogramme, est obligatoire. Oui, voilà. Professeur Belhadj, vous avez le mot de fin, il ne nous reste plus de temps. Vous me disiez tout à l'heure que vous vouliez parler de l'organisation de soins, justement. Nous organisons à prendre en charge tout ce qu'on a dit tous. Oui. À prendre en charge correctement, donner la chance thérapeutique, d'éviter les séquelles, d'éviter le décès. Donc tout cela, on le fait dans la générosité, dans le respect des familles, des malades. Nous demandons aussi que nos concitoyens respectent le corps de la santé. Dans des moments parfois difficiles, les gens certes sont énervés, ils veulent passer vite, rapidement. Il faut qu'ils respectent l'ensemble du personnel de la santé. Absolument. Nous travaillons 24 sur 24 pour nous, il n'y a pas Ramadan ou pas. Nous essayons de nous adapter justement au changement. Nous aussi, nous sommes des humains, mais soyez certains que nous essayons de faire le maximum pour prendre en charge notre population, soit enfants ou personnes âgées, l'accidentologie routière, la violence. Nous avons quand même une expérience et tout cela, c'est gratuitement. Il ne faut pas l'oublier. Merci beaucoup, professeur Belhadj. Merci à vous tous d'avoir participé à cette émission et à cet effort de sensibilisation. Je vous souhaite Sahaftorkom et Sahaïdkom, puisque c'est pour bientôt. Merci à vous également de nous avoir prêté attention. Cette émission est à présent terminée. J'espère que les conseils de mes convives vous serviront à quelque chose. Faites attention en cuisine, évitez de vous brûler ou de vous blesser. Je vous souhaite Sahaftorkom et Sahaïdkom. Je vous retrouve après l'Aïd. À bientôt.